Bonjour tout le monde, bon matin, bon mardi matin, il est tôt. Je vois qu'à peu près 36 personnes se sont connectées jusqu'à maintenant. On a sûrement d'autres personnes qui vont se joindre à nous progressivement. Alors, bienvenue à tout le monde et bienvenue en fait au Focus SST. Hein, c'est un nouveau parcours qu'on met en branle aujourd'hui. C'est l'inauguration là, ce matin qu'on fait avec vous. C'est un parcours en fait de formation là, qui va s'étaler jusqu'au mois de juin. On a 6 rencontres au total et on va vraiment se concentrer là, sur la LMR-SST, donc sur la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Vous savez, la loi sur la santé et sécurité au travail, la LSST, elle existe depuis une bonne quarantaine d'années maintenant, mais dernièrement, il y a eu des modifications hein, qu'on appelle dans le régime intérimaire, dans la loi modernisant le régime. Donc, ces modifications-là viennent vous toucher, vous, en tant que service de garde éducatif. Alors, c'est pour ça qu'on a concocté, en fait, les Focus SST pour vous aider, en fait, à prendre en charge ces nouveaux éléments-là. Alors, bon matin tout le monde. Je suis ce matin accompagnée de ma collègue Marilyn. On est toutes deux conseillères à la STAS et dans l'équipe des services de garde. Et on a aussi avec nous Sylvie qui va être avec nous, puis qui va vous faire aussi, vous allez voir, là, on s'est comme relayé là, tout au long du parcours des Focus SST. Donc, parfois, c'est avec moi et Marilyn, parfois, c'est avec Marilyn et Sylvie, puis à d'autres occasions, ce sera moi et Sylvie. Donc, on va vous accompagner tout au long, là, on va se rendre jusqu'à l'été ensemble, finalement. Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, le programme qu'on vous propose, c'est celui-ci. En premier lieu, en fait, on va vous expliquer le parcours de formation, là, en quoi ça consiste, comment ça va fonctionner et tout. On veut vous donner aussi quelques mots là, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas ou nous connaissent un peu moins, là, c'est quoi la STAS. Ensuite, on embarque vraiment dans notre thématique principale de la journée, qui est la LMR-SST. Quelques notions aussi sur les fondements légaux de la SST. Et on termine, en fait, on veut vous présenter un schéma là, qui vient vraiment comme structurer là, tout ce qui est la démarche de prévention en santé et sécurité au travail. Puis on va terminer, bien entendu, avec la période de questions. Alors, n'hésitez pas, Valérie l'a nommé tout à l'heure là, en début de rencontre, là, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire dans le chat. On essaiera peut-être d'y répondre au fur et à mesure, mais sinon, on va y revenir à la fin là, pour bien répondre à vos questions là, au meilleur de nos connaissances. Alors, c'est quoi le parcours de sensibilisation à la LMR-SST, donc notre fameux Focus SST? C'est en fait un parcours de 6 rencontres qu'on veut faire, qu'on vous propose, à laquelle, en fait, vous, en étant inscrite aujourd'hui, vous vous trouvez comme automatiquement inscrite à l'ensemble des rencontres. Et puis, on vous laisse vraiment comme libre là, de venir en nombre que vous voulez. Donc, que ce soit vous ou vous accompagné de vos collègues de travail, vous avec le comité de santé et sécurité ou peu importe. Allez-y vraiment en fonction des différentes thématiques puis en fonction de ce qui est le plus fonctionnel pour vous et le plus approprié. Alors, ce parcours-là s'adresse en fait à toutes les directrices et à tout le personnel des services de garde éducatifs. On est vraiment là avec des exemples purement et spécifiquement là, en lien avec votre travail là, dans les services de garde. Si vous êtes membre d'un comité de santé et sécurité, si vous êtes agente de liaison ou encore représentante en santé et sécurité, c'est aussi un parcours qui est adressé pour vous. Si vous êtes au niveau des instances syndicales, c'est pour vous également. Ou toute autre personne là, qui a un lien là, de proche ou de loin avec la santé et sécurité, en lien avec la prévention dans les services de garde. Je pense que le parcours, vous allez y trouver vraiment là, des éléments intéressants. Notre objectif, en fait, avec les focus SST, c'est vraiment là, de vous rendre l'information en lien avec la LMR-SST. Donc, je vous rappelle, hein, la LMR-SST, c'est la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. C'est de vous rendre cette information-là le plus accessible possible et le plus pratique également. Valérie, vous le nommez là, d'entrée de jeu en commençant ce matin, mais on veut vous donner des outils aussi au fur et à mesure, dépendamment en fait du sujet qu'on va aborder dans les rencontres, vous donner des outils pour que ce soit vraiment facile pour vous de voir, ben, est-ce que ça, vous le faites déjà ou pas? Puis si vous ne le faites pas, comment je peux y arriver pour le faire? Fait qu'on va vous fournir là, vraiment là, à l'intérieur de nos focus SST toutes les informations puis les outils nécessaires là, pour être capable de prendre en charge les nouveautés là, qui s'appliquent à vous.
Donc, comme je dis, c'est de vous accompagner aussi dans la mise en place de ces nouveaux éléments-là et puis de répondre à vos questions. Tu sais, dans le fond, on s'est gardé une rencontre spécifiquement, la dernière du parcours, que je pourrais dire, mettons, la phase 1, parce qu'on veut vous proposer aussi une phase 2 là, à l'automne. Mais dans la phase 1, donc jusqu'au mois de juin, on s'est gardé une rencontre à la fin pour vraiment répondre là, à vos questions. Si vous avez mis des choses en place, si vous avez essayé certains outils ou certaines démarches en lien avec ce qui est demandé dans la loi modernisante, puis qu'il vous reste en fait des questions par rapport à ça, bon, on va être disponible. Toute l'équipe va être là avec vous au mois de juin pour répondre à vos dernières questions là, qui pourraient vous rester par rapport à la loi modernisant le régime. Euh, Dans les objectifs plus spécifiques, là, je n'ai pas été plus en profondeur parce que je veux vraiment vous présenter c'est quoi le parcours, puis vous allez voir que ça va être, dans le fond, l'ensemble de nos objectifs. Fait on a regardé, nous, c'était quoi les éléments qui étaient différents dans la LMR-SST, puis on a axé chacune des rencontres, chacun des webinaires qui vont durer environ 1 heure et demie sur chacune de ces thématiques-là. Donc, aujourd'hui, on met la table, on met la base, on construit nos fondations. Fait qu'on regarde avec vous c'est quoi les éléments de la LMR-SST, puis c'est quoi les aspects légaux aussi en lien avec la prévention des accidents de travail. Le 18 avril, notre prochaine rencontre avec vous, c'est quoi l'agent de liaison? C'est quoi le représentant santé et sécurité? Dans quel contexte on doit avoir un agent? Dans quel contexte on a un représentant? C'est quoi l'impact aussi de l'approche multi-établissement qui se veut une approche quand justement vous avez par exemple un CPE avec différentes installations, il y a possibilité de pouvoir converger certaines informations. Fait qu'on veut vraiment vous expliquer par rapport à ça les nuances et les éléments là, qui pourraient être attribuables à votre réalité de travail. La troisième rencontre, c'est le comité de santé et sécurité. Donc, c'est quoi un comité de santé et sécurité? C'est qui, selon la loi, devrait faire partie de ce comité de santé et sécurité-là? C'est quoi son rôle? C'est quoi son pouvoir aussi? C'est quoi aussi les bonnes façons de faire? Puis surtout aussi, c'est quoi les pièges à éviter pour que notre comité soit efficace? Hein? C'est ça qu'on veut. On ne veut pas qu'on se rencontre pour le plaisir de se rencontrer, bien que ça peut être bien plaisant quand même de se voir puis de se parler, mais si on veut vraiment que notre comité soit efficace et fonctionnel et dur dans le temps, bien, on va vous présenter dans le fond les grandes clés là, pour que ça fonctionne comme il faut. La quatrième rencontre, donc le 30 mai, ça va être sur l'identification puis l'analyse des risques. Puis on va vous fournir, oui, la théorie, mais aussi des outils pour prendre en charge l'identification puis l'analyse des risques dans votre milieu à vous. La cinquième, c'est l'inspection. L'inspection aussi, ça fait partie de la LMR-SST. Donc, on va garder une rencontre spécifiquement sur cette activité de prévention-là. Ça, c'est le 13 juin. Et à la fin, comme je vous disais tantôt, on se garde vraiment une période pour répondre à vos questions. Ça, c'est le 20 juin. Alors, qui nous sommes? Juste quelques mots sur la STAS pour ceux peut-être qui nous connaissent un peu moins ou qui ne nous connaissent pas. En fait, la STAS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail pour le secteur des affaires sociales. Hein? C'est notre acronyme, en fait. Et nous, en fait, on se consacre exclusivement à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc, on ne touche pas au volet indemnisation. On se consacre vraiment à la prévention. On existe là, comme en fait, en vertu de la loi sur la santé et sécurité là, qui date de 1979, comme je disais tantôt, là, ça fait un petit peu plus de 40 ans. Puis, on est un organisme à but non lucratif. On se trouve à être financé par toutes les cotisations de notre clientèle là, quand les employeurs payent à la CNSST leurs cotisations. Donc, il y a une partie qui va à nous, ce qui nous permet de vous offrir des services comme aujourd'hui, des services qui sont gratuits. Ou sinon, on a de la formation où est-ce qu'il y a un certain coût associé, mais c'est à prix qu'on appelle compétitif. Alors, notre clientèle, c'est comme on disait tantôt, c'est tout ce qui est santé et services sociaux. Donc, les établissements du secteur public et privé qui ont un lien avec la santé et les services sociaux, plutôt CHSLD, CLSC, là, etc. Les groupes communautaires et, bien entendu, les centres de la petite enfance et garderies, ainsi que les REG, les responsables en milieu familial qui cotisent à la CNSST. Ça inclut également là, les cliniques dentaires, cliniques médicales, etc., pour un total de 450 000 travailleurs à travers le Québec. Alors, notre première mission à l'ASTANS, c'est de vous donner des conseils et de vous accompagner, de vous donner en fait de l'assistance en fonction de vos besoins. Donc, si vous rencontrez une difficulté au niveau de la prévention, vous pouvez faire appel à nous, puis on peut vous aider. Que ça touche le volet physique ou que ça touche le volet psychologique, on peut vous donner vraiment un coup de main, en fonction du besoin que vous avez.
On peut aussi vous aider à mettre en place certaines activités de prévention, que ce soit mettre en place les comités de paritaires de santé et sécurité. Si vous voulez faire, je ne sais pas moi, de l'enquête analyse d'accident, puis vous ne savez pas par où commencer, puis comment vous y prendre, on peut vous aider là-dessus aussi. Si vous voulez mettre des programmes de prévention, si vous voulez travailler une tâche en particulier, entre autres, on a des demandes en lien avec l'utilisation des tablettes électroniques, comme quoi qu'il y a des éducatrices qui commencent à avoir peut-être des douleurs au cou à force de remplir les journaux quotidiens. Mais ça, on peut intervenir avec vous pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles solutions on peut avoir ou c'est quoi les postures à privilégier quand on fait cette activité-là. Si vous faites des nouvelles constructions, vous voulez qu'on vous aide à définir vos besoins, à regarder les plans avec vous, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. C'est très, très varié. Fait que si vous avez un doute, vous avez un besoin, appelez-nous, puis on regarde ce qu'on est capable de faire avec vous. On a aussi de la formation en santé psychologique, en santé physique aussi. On touche aussi différents volets au niveau de la prévention. Je vous dirais que notre principale formation au niveau des services de garde, c'est la formation qu'on appelle méthode de travail sécuritaire pour les éducatrices. C'est une formation d'une journée. On se déplace dans votre installation, on rencontre l'équipe au complet, puis on fait vraiment le tour de c'est quoi les méthodes de travail ou les postures de travail qui sont à privilégier, ceux qui sont à éviter. Puis on essaie de regarder déjà dans votre milieu, en fonction de vos installations, c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place pour déjà faire avancer la prévention. Et pour terminer, là, si vous voulez rester connecté, rester informé, je vous encourage en fait à aller voir notre site Internet. Là. Vous avez l'adresse ici à l'écran. On a bien entendu le Sans Pépin, qui est un ensemble d'articles toujours en lien avec la santé et sécurité des travailleurs dans votre contexte à vous, donc dans un contexte spécifique au service de garde. On a aussi un bulletin électronique. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, là, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez à l'écran pour pouvoir avoir un accès direct au formulaire pour vous inscrire. Et comme ça, vous allez rester informé là, au fur et à mesure là, de tout ce qui est en lien avec ce que la STAS fait pour les services de garde. Et puis, on a aussi un centre de documentation là, si jamais on veut pousser plus loin certaines choses ou se baser sur des études en particulier là, pour faire avancer nos connaissances, on peut se référer à notre documentaliste Sharon là, qui fait une job exemplaire là, pour chercher des informations à jour. Alors, voilà pour la stance. Alors, Marilyn, je te cède la parole pour tout ce qui est la LMR SST. En bref, je te donne le contrôle. Merci, Andréane. Super intro. On va rentrer dès maintenant dans la LMR SST. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je sais qu'on a fait plusieurs webconférences à ce sujet-là. Peut-être qu'il y en a pour qui il y a du contenu que vous allez avoir déjà vu. On ne rentre pas dans le détail de ça. On va juste faire un petit survol, avoir le même langage, une petite mise à niveau. Donc, petite question quiz pour débuter. Est-ce que je peux changer? Ça ne fonctionne pas. Que je te change? OK. Est-ce que Valérie, tu avais fait le sondage pour cela ou je vais juste le nommer comme ça? Oui, on a le sondage. J'ai juste à le lancer. Alors, lance-moi le premier sondage. Enfin, c'est juste pour savoir, dans notre auditoire de ce matin, est-ce que vous connaissez la LMR SST? Donc, est-ce que oui, je viens ici justement pour en apprendre un peu plus sur le sujet? J'en ai entendu parler, mais je me demande justement c'est quoi? Ou ben non, ça mange quoi en hiver? Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, je pense qu'on voit les résultats. Bon, ben, c'est quand même partagé, hein? Oui, je viens ici pour en apprendre plus sur le sujet. Et ça fait un peu plus, c'est quoi, plus d'1 an, presque 2 ans qu'on entend parler de ça. Donc, pour la plupart, on est à 65% qui viennent pour ça. Puis il y en a qui en ont entendu parler, mais justement, là, ils veulent en apprendre plus. Donc, je vous confirme que vous êtes au bon endroit. Bonne nouvelle. Alors, bon, ben, je pense que pour avancer, ça ne sera pas parfait. Je vais t'aider, Marie. OK, merci. Donc, pour commencer, en fond, Andréane, elle vous a quand même expliqué un peu qu'on avait une loi là, qui existe, qui régit nos milieux de travail depuis plus de 40 ans. Donc, il y a certaines obligations de la santé et sécurité au travail qui étaient obligatoires, mais il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui se retrouvaient dans une zone grise.
la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail, là, qui a été sanctionnée en octobre 2021, a permis de mettre en place, dans le fond, toute une série de mesures qui vont faire en sorte que la loi sur la santé et sécurité du travail, là, la LSST, va refléter mieux la réalité actuelle des milieux de travail. En une phrase, l'objectif de la LMR-SST, c'est moderniser le régime de la santé et sécurité au travail en matière de prévention, afin notamment d'étendre l'application des mécanismes de prévention puis de participation des travailleurs à tous les secteurs d'activité en fonction de la taille des établissements. Fait ce qu'on comprend là, en une seule définition, c'est que maintenant, tout le monde doit faire de la prévention en santé et sécurité au travail. Quand on parle de mécanismes de participation, on veut qu'il y ait les travailleurs qui s'impliquent là-dedans. Donc, on va parler d'agents de liaison en santé et sécurité, représentants en santé et sécurité, comités de santé et sécurité. Puis, les mécanismes de prévention, là, on va parler de plans d'action, de programmes de prévention. Donc, on va voir au fil du Focus SST tout en détail ces éléments-là pour vous aider à mettre ça en place dans vos milieux de travail. Ici, on vous présente l'échelle du temps, le calendrier de la LMR-SST. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce calendrier-là représente juste le volet prévention de la santé et sécurité au travail. Donc, on ne présente pas le volet indemnisation. Dans le fond, à savoir que le 30 septembre 2021, il y a eu l'adoption du projet de loi 59, la loi modernisant le régime santé et sécurité au travail, qui est venue modifier à ce moment-là la LSST, donc la loi sur la santé et sécurité du travail, mais aussi la LATMP, qui est la loi sur les accidents du travail puis les maladies professionnelles. Le 6 octobre 2021, la loi a été sanctionnée. Puis certaines dispositions légales ont entré en vigueur dès ce jour. Fait que ça aussi, on pourra y revenir, mais on parle entre autres là, de tout ce qui est télétravail, les risques psychosociaux, les notions de prévention de la violence conjugale qui sont assez nouveaux aussi. Donc, tout ça est déjà en vigueur. Par la suite, 6 avril 2022, c'est l'entrée en vigueur du régime intérimaire, la période dans laquelle on se trouve en ce moment. Donc, on va voir justement en quoi consiste cette période-là, juste tout de suite après cette présentation-là sur le calendrier. Et on peut voir qu'on a un petit laps de temps par la suite pour se rendre jusqu'au 6 octobre 2025 où il est prévu le nouveau règlement qui va régir les mécanismes de prévention et de participation, donc qui sera élaboré et sorti par la CNSST. Donc, on peut poursuivre avec le régime intérimaire. Bon, mais c'est quoi ça, le régime intérimaire? Tu peux avancer à la slide déjà. Je m'excuse, j'ai un petit problème avec l'avancement, mais c'est bon, ça marche là. Excellent. Et que le régime intérimaire, en fait, il s'agit, il faut le voir comme une solution provisoire qui concerne la prévention et la participation des travailleurs avant l'adoption du règlement que je viens de vous parler là. Donc, c'est une étape qui prépare les organisations vers une prise en charge de la santé et sécurité au travail de façon progressive. Fait que là, il y en a peut-être chez vous que vous faites déjà de la prévention. Il y en a peut-être qui sont en mutuelle, qui ont déjà un comité, qui ont déjà un plan d'action en santé et sécurité au travail. C'est bien correct comme ça. Puis ça sera juste d'arrimer ce que la modernisation de la loi vient vous demander par rapport à ce que vous faites. Mais il y a d'autres petits milieux, puis peut-être d'autres secteurs d'activité pour qui n'ont jamais mis en place des comités de santé et sécurité, qui n'ont jamais identifié de risque, qui ne font pas partie d'une mutuelle de prévention. Donc, ils ont beaucoup de choses à penser puis à prendre pour mettre tout ça en place dans leur organisation. Fait que cette période-là vous permet de vous acclimater, de connaître un peu c'est quoi les nouvelles exigences par la CNSST, puis de mettre ça en place. Puis, dans le fond, on vous donne des étapes à qu'est-ce que vous devez faire dans la période du régime intérimaire. Puis, quand le règlement va sortir en 2025, il y aura toute autre action là, à déployer complètement là, pour toutes les organisations du travail. Fait que si on regarde la division des organisations,
maintenant, dans le fond, les obligations ne vont plus dépendre du secteur des activités auxquelles vous appartenez, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Les obligations sont différentes selon le nombre de travailleurs dans votre organisation. Fait que la CNSST, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de trancher. Il y a juste 2 catégories maintenant. Donc, on y va avec les organisations de 1 à 19 travailleurs. Vous allez avoir certaines obligations qui vont régir ce regroupement-là. Et toutes les organisations de 20 travailleurs et plus, vous allez avoir d'autres obligations. Puis là, on va comparer les 2 petits carrés. Dans le fond, on s'entend que les obligations sont similaires, mais on peut dire que les organisations de 1 à 19 travailleurs, la version est allégée. Mais somme toute, c'est les mêmes mécanismes de participation puis de prévention là, qui vous sont demandés. Si on regarde en détail, dans le carré de gauche, 1 à 19 travailleurs, en fait, ça, c'est les obligations dans la période du régime intérimaire. Là. Donc, maintenant, on doit désigner un agent de liaison en santé et sécurité au travail et consigner l'identification de vos risques. Pour les organisations de 20 travailleurs et plus, c'est un peu le comparable à l'agent de liaison. On doit désigner le représentant à la santé et sécurité au travail, mettre en place un comité de santé et sécurité et identifier et analyser vos risques de votre milieu de travail. Donc, comment on fait pour savoir à quelle catégorie nous appartenons? En fait, la CNSST propose un calcul pour savoir qui sont les travailleurs et comment on doit les calculer. Donc, à droite, on voit toute la catégorie de gens que nous devons inclure. Donc, ici, on parle de travailleurs à temps complet, les travailleurs à temps partiel, occasionnels. On inclut les bénévoles. Les travailleurs d'agence doivent être aussi comptabilisés. Travailleurs assignés temporairement à l'établissement. Ceux qui effectuent du travail sur la route sont aussi comptés. Les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants, si vous avez des stagiaires aussi. Donc, sur un an, est-ce que j'ai 20 travailleurs et plus ou moins de 20 travailleurs? Puis, au travers de ça, dans le fond, on doit exclure les représentants de l'employeur. Donc, dans les services de garde, habituellement, on voit, bon, ben, le propriétaire, c'est sûr qu'on ne va pas le calculer. Directeur, directrice adjointe. Dans les autres milieux de travail, on pourrait penser aux gestionnaires, chefs d'équipe. Donc, tous ceux qui ont un genre de pouvoir décisionnel, pas un pouvoir d'autorité, ou ceux qui vont gérer comme leur équipe de travail, on va les exclure du calcul. Par la suite. Fait que là, on a vu, dans le fond, comment les organisations sont divisées, comment on calcule le nombre de travailleurs. Fait que là, en théorie, on va nommer un agent de liaison, un représentant santé et sécurité au travail par service de garde, puis commencer son identification de risque. On s'entend là, que ça peut faire beaucoup de travail, surtout si on a plusieurs établissements, puis que toutes vos activités, vos milieux sont similaires. Fait que, mettons, on peut penser que 5 installations, on dit, est-ce que je dois faire ça dans mes 5 installations? Dans le fond, la CNSST a mis en place l'approche multi-établissement. Durant la période du régime intérimaire, pour ce qu'on vous présente sur cette slide-là, les employeurs qui possèdent plusieurs installations peuvent élaborer ou implanter les éléments de prévention puis de participation pour une partie ou pour la totalité de leur établissement. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez regrouper, si on regarde le petit encadré à droite, dans le fond, tous les éléments de prévention. Dans le fond, on peut regrouper, faire juste une seule identification, une seule analyse de risque pour l'ensemble des activités. On pourrait mettre en place un comité de santé et sécurité au travail, puis un représentant santé et sécurité. Donc, tout ça pour mes 5 installations, par exemple. Mais vous avez quand même la possibilité de mettre en place plus d'un comité de santé et sécurité ou un RSS additionnel au besoin par entente. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. On en revient avant. Dans le fond, il y a 3 conditions à respecter
c'est qu'il doit y avoir 20 travailleurs au plus par établissement. Là, cette petite consigne-là, c'est dans la période du régime intérimaire. OK, on va y revenir. On doit avoir des activités qui doivent être de même nature dans l'ensemble des établissements. Fait que là, on s'entend que dans les services de garde, là, on n'est pas en train de gérer un entrepôt puis un magasin de vente au détail. Là. On est pas mal tous dans des activités de même nature. Fait que je pense que cette condition est correcte pour vous. Et le représentant en santé et sécurité au travail, là, il n'est pas nommé sur la slide, mais la CNSST est venue rajouter cette condition. Le représentant en santé et sécurité au travail, puis les membres du comité de santé et sécurité doivent être en mesure de se déplacer puis d'exercer adéquatement leurs fonctions dans tous les établissements du regroupement. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'on veut que notre représentant santé et sécurité ou les membres du comité, on peut penser à des régions là, qui ont des installations beaucoup plus éloignées. Ça va être à vous d'évaluer, est-ce que j'aimerais mieux avoir un représentant santé et sécurité au travail supplémentaire dans une région vraiment plus éloignée ou bien non, il va faire la route pour pouvoir aller faire ses fonctions dans cet établissement-là, mais faire beaucoup de routes. Fait que ça va être des éléments qu'on va pouvoir regarder ensemble quand on va être dans l'atelier sur les représentants santé et sécurité au travail. Pour la slide suivante, on vient vous donner un exemple concret. Donc, si vous êtes un service de garde, un CPE, 3 installations. Installation numéro 1, 21 travailleurs. Installation numéro 2, 24 travailleurs. Installation numéro 3, 15 travailleurs. Voici la meilleure façon que la CNSST suggère de regrouper vos installations. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire vos 3 installations séparément, chacun avoir un comité de santé et sécurité représentant avec un document chacun, ou vous avez l'option, en appliquant les conditions, de regrouper l'installation 1 et 2 parce qu'elles ont plus de 20 travailleurs, d'avoir un seul comité de santé et sécurité, un seul représentant et un seul document pour aller consigner l'identification et l'analyse de vos risques. L'installation numéro 3, il y a 15 travailleurs. Ce qui est dit dans le régime intérimaire, c'est que ça devrait y avoir son agent de liaison à la santé et sécurité au travail et un document identifiant les risques. Si Andréane, tu payes sur le bouton, on voit les petites bulles explicatives qui vont aller spécifier que c'est une condition exceptionnelle qu'ils vont demander dans le régime intérimaire. Est-ce que si vous avez déjà dans vos milieux de travail 3 installations avec un comité de santé et sécurité au travail, déjà vos personnes, peut-être aller juste désigner vos représentants santé et sécurité au travail, le comment du pourquoi que les petites organisations sont exclues. Je pense qu'on veut juste s'assurer qu'il y a une bonne prise en charge au niveau de la prévention. On ne sait pas encore le pouvoir des inspecteurs par rapport à ça. À savoir que si on va être vraiment sous les règles de l'art, c'est de cette façon-là que ça doit être fait. Et quand la sortie du règlement sur les mécanismes de prévention va sortir en 2025, il est prévu que les plus petites installations pourront regrouper l'approche multi-établissement sans problème. C'est déjà prévu. Donc, on est dans la petite zone temporaire là, où on devrait faire ça de cette façon-là pour le moment. En résumé, et là, vous dites demain matin, là, je veux commencer à mettre en place toutes les nouvelles fonctions qu'on a appris hier dans notre conférence. Donc, étape 1, calculez votre nombre de travailleurs dans votre organisation ou vos installations. Étape 2, validez si votre organisation désire utiliser l'approche multi-établissement. Fait qu'on peut analyser ça, faire des simulations, de voir si je le fais, si je ne le fais pas, combien de représentants ça me prend, combien d'agents de liaison, c'est quoi qui est le mieux pour chez nous. Puis, l'approche multi-établissement, on a fait une fiche résumée, donc une page recto-verso qui va aller résumer toutes les conditions que je vous ai expliquées, mais aussi les petites questions là, qui peuvent vous pister dans votre réflexion. Donc, n'hésitez pas à les consulter là, en cliquant sur le lien. Et étape 3, débuter la mise en place des mécanismes de prévention et de participation. Donc, en résumé, je vous avais déjà mis ça dans une slide un peu plus tôt. Donc, si vous appartenez à une organisation de 1 à 19 travailleurs, ce que vous devez faire pour le moment, vous avez jusqu'en 2025 là, pour mettre ça en place.
puis 20 travailleurs et plus, on désigne un ARSS, mettre en place un comité de santé et sécurité, puis on va consigner l'identification et l'analyse de risque. Donc, ça aussi, dans les prochains ateliers, on va rentrer dans le détail de tous ces éléments-là avec des outils plus concrets là, pour vous aider là, à mettre ça en place. Merci, Marilyn. Avant d'aller plus loin, on s'est dit que, tu sais, la LMR-SST, oui, ça vient changer au niveau de la loi sur la santé et sécurité au travail, mais ça ne change pas tout ce qui existe déjà en termes de loi et en termes de règlement en lien avec la santé et sécurité au travail. Fait que sans aller dans les détails non plus là, très approfondis, on voulait quand même prendre quelques minutes pour vous présenter c'est quoi les différents fondements légaux qu'on a au niveau de la santé et sécurité au travail. Fait que ça, on fait un survol de ça. Parce que ça reste en place, là, ça ne change pas, là, même si il y a la loi modernisant, là, le régime qui est arrivé, là, la base des lois et des règlements, ça reste quand même en place. Donc, vous avez quand même des obligations et des actions à prendre là, en termes de prévention qui ne découlent pas nécessairement de la LMR-SST, mais qui découlent des autres lois et règlements auxquels vous êtes assujettis quand on parle de prévention. Fait qu'en gros, en fait, c'est ce qu'on voit à l'écran actuellement. Au niveau de la LSST, donc la loi sur la santé et sécurité du travail, on vous a ramené en fait 2 articles qu'on entend souvent là, puis qui sont peut-être les plus utilisés là, au niveau des inspecteurs de la CNSST, c'est l'article 51 puis l'article 49. D'un côté, au niveau de l'article 51, c'est les obligations de l'employeur. Fait que ce que ça dit dans le fond, si on le résume, l'article 51, c'est que l'ultime responsable de la prévention, c'est l'employeur. Donc, tout personnel cadre, gestionnaire, que ce soit de premier niveau jusqu'au PDG, vous avez une responsabilité importante au niveau de la prévention. Et votre obligation est de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs. D'un autre côté, les travailleurs aussi ils ont des obligations. Ils ont l'obligation de participer aux activités de prévention, donc de participer à l'identification des risques, entre autres, et aussi ils doivent veiller à ne pas mettre en danger leur propre santé, bien entendu, mais aussi celle des autres sur les lieux du travail ou à proximité des lieux de travail. Dans les nouvelles dispositions, là, on en a déjà effleuré un peu quelques éléments, là, mais si on refait un topo, un survol de ça, dans les nouvelles dispositions de la loi sur la santé et sécurité au travail en lien avec la LMR-SST, ils ont rajouté le télétravail. Bon, c'est peut-être un élément qui a un peu moins d'impact pour vous au niveau des services de garde, mais maintenant, la loi sur la santé et sécurité dit qu'un travailleur qui fait du télétravail, là, la même loi s'applique à eux. Et ils ont aussi rajouté un élément en lien avec la violence conjugale. En fait, ce que ça dit maintenant, c'est que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, travailleuses, en fait, qui sont exposés à soit des situations de violence physique ou psychologique, ou encore toute situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Fait qu'on connaissait déjà ce qu'il fallait faire au niveau du harcèlement, par exemple, au niveau de l'incivilité. Donc, ce qui peut être, mettons, la violence entre collègues. On connaissait aussi les liens en lien avec la clientèle qui pourrait comme avoir des actes de violence ou d'agressivité envers les travailleurs. Mais là, il y a un volet au niveau de la violence conjugale qui s'est ajouté. Dans la modification aussi de la loi sur la santé et sécurité, ils ont cogné sur le clou, si je peux me permettre l'expression, des risques psychosociaux. Avant, c'était inclus. Ce n'est pas une nouveauté là, en tant que telle là, de prendre en charge les risques psychosociaux dans la loi, sauf que maintenant, ils l'ont vraiment écrit noir sur blanc. Donc, on vous a mis 3 exemples ici. Dans l'article 2, entre autres, c'est que ça dit que la loi, ça a comme objet l'élimination à la source des dangers. Ça, c'est notre base en prévention. On veut toujours éliminer les dangers à la source. Quand on n'est pas capable, il faut les contrôler. Mais notre objectif numéro 1, c'est vraiment l'élimination à la source des dangers. Donc, pour la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique. Dans le fond, ils ont rajouté le mot psychique là, pour inclure les risques psychosociaux. Pardon. La même chose au niveau des obligations des travailleurs puis de l'employeur, c'est qu'on doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, sécurité et l'intégrité physique et psychique. Donc, les deux maintenant sont bien écrits noir sur blanc dans la loi. Des petits changements aussi au niveau des statuts. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'au niveau des agences de placement, maintenant, ils ont un statut d'employeur. Donc, les agences doivent répondre aux obligations en lien avec la protection de la santé et sécurité de leurs travailleurs.
Les stagiaires, quant à eux, ont un statut de travailleur et les maisons d'enseignement ont un statut d'employeur. Donc, les maisons d'enseignement doivent encore une fois respecter les obligations de prendre en charge et de s'assurer de la santé et sécurité de leurs stagiaires. Puis là, au niveau des bénévoles, eux, ils ont un statut de travailleur. Donc, en tant que travailleurs, les bénévoles doivent aussi prendre les mesures pour protéger leur santé et sécurité, puis aussi ne pas mettre en danger, comme on disait tantôt non plus, la santé et la sécurité des collègues de travail. Marilyn, je te laisse continuer avec la LATMP. Oui, on va poursuivre avec... là, on vous passe en rafale certaines lois, certains règlements qui existent au niveau de la santé et sécurité au travail. Donc, il ne faut pas apprendre tout ça par cœur. C'est vraiment pour vous donner des pistes de où vous pouvez aller trouver l'information. Des fois, juste de savoir que ça existe, puis par quoi qu'on est régi dans notre milieu de travail, ça peut être intéressant. Donc, la LATMP, j'en avais glissé un mot un peu plus tôt. Donc, loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est plus le volet indemnisation. Donc, on va voir c'est comment déclaration, avis d'accident, tout ce qui est lésion professionnelle par le travailleur à l'employeur. Donc, les articles clés, là, si jamais ça vous tente d'aller fouiller, tout ça, c'est accessible là, sur le net. Là. Vous pouvez marquer LATMP dans Google, puis vous allez avoir accès là, à la loi. Donc, article 265, 266. Et tout ce qui est registre des accidents dont l'absence est de moins d'une journée. Fait que des fois, on se demande, est-ce que je dois déclarer mon accident de travail, même si je ne vais pas faire de réclamation à la CNSST? En fait, ça va être stipulé à l'article 280 qu'on doit compléter un registre des premiers secours et des premiers soins. Donc, le fameux registre des accidents de travail, là, que pour la plupart, vous avez probablement déjà chez vous. Donc, c'est stipulé à cet article-là. Puis, il y a un règlement sur les premiers secours, premiers soins aussi, donc qui vient bonifier tout ce qui est demandé à cet article-là dans la loi. Fait qu'il faut comprendre qu'une loi, ça va donner les balises plus générales, puis que le règlement, souvent, il va venir spécifier certains éléments là, par rapport à chacun des éléments. Après, loi sur les normes du travail. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus de long en large, comme on peut voir, mais c'est important de savoir, tu sais, on a eu nos politiques de harcèlement psychologique et sexuel qui ont été mis en place là, il y a quelques années. Donc, article 81-18 à 81-20 de la loi sur les normes du travail. Si vous voulez en savoir plus, sachez que c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver l'information. Loi C-21 modifiant le code criminel. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la C-21. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, toute personne qui incombe, si on lit le paragraphe, c'est « Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche où il est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessures corporelles pour autrui. » Fait que là, on s'entend que c'est du jargon de loi, l'article 217, mais ce que ça vient dire, c'est que les personnes qui ont des responsabilités en santé et sécurité au travail, il y a une notion de diligence raisonnable qui vient par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui pourrait être démontré qui n'a pas fait preuve de diligence raisonnable par rapport à l'application de la santé et sécurité au travail puis qui a mis la vie d'un travailleur en danger pourrait être poursuivi au criminel. Donc, il y a un devoir, les 3 devoirs là, de l'employeur, c'est devoir de prévoyance, d'efficacité et d'autorité. Donc, ça aussi, il y a beaucoup d'informations sur le net par rapport à ça si vous voulez en savoir plus. Règlement sur l'information concernant les produits dangereux. Donc, dans votre milieu de travail, on pourrait dire que c'est les produits Simdut. Encore là, je ne suis même pas sûre que tout le monde en a. Il y en a plusieurs qui utilisent des produits plus domestiques. Là, on peut penser à vos dégraisseurs, les produits pour la cuisine, les produits souvent de concierge. Donc, les produits commerciaux par rapport à ça sont régis par le Simdut 2015. Donc, des nouvelles obligations qui sont en vigueur par rapport à la LMRSST, mais ils vont mettre ça en place en 2025. Ils vont rendre obligatoire, bien ça l'était déjà, là, les fiches de données de sécurité. Vous devez avoir ça dans votre organisation. L'étiquetage des produits dangereux, l'information, la formation spécifique des travailleurs qui utilisent les produits dangereux.
Je pense que qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ça, ça va être au niveau de la déclaration des produits ou un registre à tenir là, par rapport à la CNSST. Il y a plus d'informations sur la page de la CNSST. Puis aussi, je pense qu'on va en savoir un petit peu plus là, en 2025. Il y a un règlement sur les normes minimales des premiers soins, des premiers secours. Donc, par exemple, dans vos services de garde, vous avez vos formations secouristes. Il y a les formations secouristes en milieu de travail aussi. Donc, à savoir qu'il faut un secouriste qui a une formation de 16 heures, donc 2 journées complètes. Donc, ça vous prend un secouriste certifié par quart de travail pour 50 travailleurs. C'est régi dans le règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins. Ça va venir aussi dire tout ce que vous avez besoin par rapport à vos trousses de premiers soins. Là, il est marqué local, là, si jamais vous avez une organisation de plus de 100 travailleurs, là, qui n'est pas dans votre cas, et aussi la notion de registre des accidents du travail. Le règlement sur la santé et sécurité du travail, le RSST, ça, c'est notre outil chouchou pour les préventionnistes. En fait, c'est ce qui vient, qui va venir régir tout ce qui concerne votre environnement de travail. Donc, on peut penser, là, ici, on donne les exemples, sécurité des machines, cadenassage, un peu moins fréquent en service de garde, mais si vous avez un slicer là, dans votre cuisine, des machines de cet ordre-là, qu'il faut mettre la sécurité des machines, ça va être tout inscrit là-dedans. Travail en hauteur, si vous faites l'utilisation, même une échelle, escabeau pour mettre vos décorations, tout ça, ça va être inscrit à l'intérieur de ça. Donc, c'est quoi les normes par rapport à ça? C'est quoi les procédures de travail sécuritaire? On peut voir l'aménagement des lieux d'un établissement. Fait que quand on vous dit votre aire de... Tu sais, il ne faut pas que ça soit encombré, vos portes doivent être dégagées. Tout ça, c'est écrit dans le règlement. Donc, il y a plusieurs autres exemples, là, mais c'est une bonne petite bible en santé et sécurité au travail. Ça aussi, c'est accessible sur le net. Là, vous pouvez aller voir. On fait un contrôle F avec un mot-clé, puis on peut aller trouver toute l'information qu'on a besoin par rapport à ça. Y en a-t-il un autre? Non. Bon. Avez-vous tout C'est retenu? Pardon, mon Dieu, je me suis Dans le coupée. fond, là, on vous met ça en rafale, mais comme je vous disais un peu plus tôt, là, c'est beaucoup d'informations, c'est accessible, mais quand vous allez être un peu plus avancé dans votre processus de santé et sécurité au travail, peut-être en tant que représentant en santé et sécurité ou en tant que membre de comité de santé et sécurité, vous allez vous questionner sur un élément que vous allez mettre en place chez vous, puis vous allez vous dire, ah, tu sais, ça, j'ai entendu ça, peut-être dans telle loi, ça existe, peut-être que... Fait que des fois, ça peut être bon de juste savoir que c'est régi, c'est écrit à quelque part, puis que vous allez gratter l'information davantage. Là. Alors, juste pour être sûr que vous êtes toujours parmi nous, on vous a fait un petit jeu questionnaire sur justement ce qu'on vient de voir, les aspects légaux dans la prévention. Alors, Valérie, si tu peux nous mettre le sondage, s'il te plaît. C'est parti. Merci. Donc, des petites questions vrai pour ou vous. faux? Oui, excuse-moi. Donc, Non, je disais juste vrai ou faux. Donc, en fait, vous avez 4 écrans. Donc, à chaque question, vous répondez vrai ou faux. Et puis, vous cliquez sur la petite flèche à droite pour passer de la question 1, 2, 3 à 4. Puis, on va partager les résultats aussi. merveilleux, merci. Donc, allez dans votre zone sondage ou clavardage. Vous allez avoir les différents sondages. Puis Valérie là, va voir là, quand vous allez répondre aux différentes questions. Il y en a 4, hein, fait qu'hésitez pas à tasser là, votre petite flèche là, pour être sûr de voir tout le monde. Tout le monde, excusez. Pour voir tous les sondages. Toutes les questions. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu que quelqu'un était dans la salle d'attente en même temps, fait que ça m'a fait dire des drôles de mots. Alors, les réponses y rentrent. On est rendu à peu près à une dizaine de réponses. Je ne sais pas si vous trouvez les questions faciles ou plutôt difficiles. On a essayé de faire sortir un peu là, les éléments importants là, de différentes lois et règlements, là, puis faire un petit topo là-dessus. Il y a des gens qui répondent directement dans le clavardage. Vous pouvez aussi répondre directement dans le sondage, là. Je vois que les réponses, on a pas mal atteint, je pense. Ah, ça rentre encore.
Valérie, est-ce que tu vas nous mettre les réponses à l'écran après? Oui. Ah, je pense qu'on les voit une à la fois. Tu sais, mettons, tu voudrais dire la première C'est question. ça, là, il faut vrai ou juste faux? cliquer. Ouais, Ah, c'est ok. ça. Mais je vais pouvoir, bon là, il y a encore des gens qui votent. Répondre. Je vais pouvoir fermer le sondage et à ce moment-là, on va tous pouvoir consulter l'ensemble des réponses dans le clavardage. Donc, je vais fermer puisque là, tout le monde s'est exprimé apparemment. Hop. Donc, si on y va avec la première question, vrai ou faux, il existe principalement 2 lois sur la santé-sécurité. Alors, 71 des gens ont répondu vrai. Puis effectivement, au niveau de la loi sur la santé-sécurité, on a vraiment comme 2 grandes lois qui viennent régir l'ensemble des notions. C'est la loi sur la santé-sécurité, la LSST, puis la LATMP, qui est la loi sur les accidents de travail puis les maladies professionnelles. Donc, on se rappelle, la LATMP, c'est plus au niveau de l'indemnisation. Puis la loi vient mettre les bases là, au niveau de la prévention, entre autres. Alors, voilà pour ça. La deuxième question. Un travailleur est responsable uniquement de sa propre santé et sécurité sur les lieux du travail et non celle des autres. Bien, c'est une petite question facile. Tout le monde a eu la bonne réponse. 100 des gens ont dit faux. Évidemment, les travailleurs sont responsables de leur santé, mais ils ne doivent pas non plus mettre en danger la santé des autres. Alors, bravo. La troisième question. Si un travailleur s'absente moins d'une journée en raison d'une blessure, il n'est pas requis de le déclarer. Ah, vous voyez, c'est intéressant ça. Donc, il y a une personne qui a marqué vrai et les autres ont dit faux. Effectivement, en fait, même si il y a une dame Madame Beaulieu, vous ne voyez pas les sondages. Au moins, vous avez les réponses. Désolée, peut-être que c'est un petit souci qu'on a, mais qu'allez dire, Valérie? J'allais dire qu'il faut aller dans le clavardage pour pouvoir afficher tous les résultats. Donc, ouais, c'est ça. Donc, cliquez sur la petite bulle de clavardage, puis vous allez voir la question qui s'affiche. Vous cliquez sur afficher là, et vous allez pouvoir vous promener à travers les résultats. Merci, Valérie. Donc, effectivement, c'est faux parce qu'une personne, même si elle ne s'absente pas plus d'une journée, doit quand même venir inscrire l'événement au niveau du registre. Donc, que l'événement a entraîné moins d'une journée ou plus d'une journée, il faut vraiment venir l'inscrire au niveau du registre des accidents et incidents pour qu'on puisse connaître en fait qu'il s'est passé quelque chose, puis être capable de faire les corrections nécessaires s'il y a lieu. Et la dernière question, en fait, la RSST, donc le règlement sur la santé et sécurité au travail, constitue une référence et non une obligation. C'est faux, effectivement. Ce n'est pas une référence, ce sont des obligations auxquelles vous êtes assujettis. Puis on a vu là, dans le règlement ce que Marilyn nous a présenté tout à l'heure. Il y en a plusieurs qui touchent différents grands secteurs, là, je dirais. Donc, il faut vraiment aller s'y référer parce que c'est une obligation que de suivre les éléments qui sont inscrits dans les différents règlements. Super. Maline, avais-tu des choses à ajouter par rapport à ça avant qu'on passe à la démarche de prévention? Non, tout est complet de mon côté. Fait qu'on peut aller voir la démarche de prévention avec toi. Merci. Donc, pour terminer la rencontre d'aujourd'hui, on voulait vous faire comme un topo de tout ce qu'on vient de voir en lien avec la LMR-SST. Tu sais, dans notre tête, là, on peut penser que la LMR-SST, c'est une liste de choses à faire, comme 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu ça, mais en même temps, c'est intéressant de le conceptualiser. C'est bien intéressant, moi, je trouve, en tout cas pour les personnes qui sont cartésiens comme moi, de venir le mettre dans un schéma pour voir, parce que chacun des éléments qui est demandé par la LMR-SST, ils sont interreliés, ils sont rattachés les uns aux autres, puis c'est vraiment dans une suite logique qu'on peut les voir. Fait qu'on a pensé vous mettre ça sous forme de diagramme, sous forme de dessin pour vraiment vous montrer c'est quoi faire de la prévention. Ça peut pas toujours être évident de dire je fais de la prévention, mais je commence par quoi? C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Donc là, on vous a fait vraiment un diagramme, un schéma de la prévention pour essayer de vous montrer les relations qu'on a entre les différents éléments. Puis là, ce que je vais vous dire aussi à la fin, c'est qu'on vous a fait, puisque Valérie a nommé aussi
en commençant là, ce matin, un outil pour venir évaluer vous, là, chez vous, là, dans votre milieu, là, qu'est-ce que vous avez déjà en place? Parce que vous n'avez plein de choses en place. Des fois, c'est juste qu'on ne le sait pas, qui sont déjà là, qui font partie des éléments de la prévention ou qui font partie des obligations que vous avez. Puis là, avec cet outil-là, le genre de checklist, là, la liste de vérification qu'on veut vous fournir, vous allez pouvoir voir justement qu'est-ce que vous avez en place, mais aussi qu'est-ce qui vous manque, que vous devez mettre en place. Puis ça, vous allez pouvoir vous faire un plan de marche pour y aller tranquillement là, à travers les choses que vous devez mettre en place dans le régime intérimaire. Marilyn l'a nommé tantôt, hein, c'est comme une période de transition. Hein, ça vous laisse le temps de vous acclimater, de prendre en compte les nouvelles réglementations. Donc, pendant cette période-là, vous allez pouvoir, à la lumière de ce que vous aurez rempli dans le questionnaire, bien, voir qu'est-ce que vous devez mettre en place, puis vous faire justement comme une espèce de plan d'action en lien avec ces mesures-là, puis l'étaler dans le temps, parce que si vous en manque beaucoup, c'est sûr que vous ne pourrez pas faire tout demain matin. Fait qu'il faut se donner une chance, puis y aller là, une marche à la fois. Donc, regardons ça ensemble. La première étape, la première chose qu'on voit à l'écran, c'est tout ce qui est l'organisation de la prévention. Donc, tout ce qui est plus au niveau de l'employeur, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Ça, c'est notre base, c'est notre fondation au niveau de la prévention. Vient ensuite notre boucle de démarche d'identification des risques. Hein. Quand on fait l'identification des risques, ça, c'est notre démarche d'amélioration continue. C'est une boucle qui est en continu dans laquelle on voit des problématiques dans notre milieu, qu'on va chercher des solutions, qu'on va mettre un plan d'action en place, etc., là, pour vraiment comme venir corriger les situations problématiques au fur et à mesure. Et puis, dans le bas, on va y revenir tantôt, mais c'est tout ce qui est les mesures préventives pour s'assurer que ce qu'on a mis en place reste bien en place. Donc, si on les regarde ensemble de façon un petit peu plus détaillée, la première chose qu'il faut faire, là, ce qui est en gris là, en haut de votre écran, c'est de mettre en place votre politique de santé et sécurité. Nous, là, quand les gens disent « je veux faire de la prévention chez nous, par quoi je commence? » Politique. Politique de santé et sécurité, c'est la première chose que vous devez faire. Ça vient mettre noir sur blanc votre engagement en tant qu'employeur à prendre en charge et à considérer et à faire ce qu'il faut au niveau de la santé et sécurité des travailleurs. Ça vient aussi décrire tous les rôles et responsabilités de chacun des acteurs, donc que ce soit au niveau de la direction, de la conseillère pédagogique, le comité de santé et sécurité, les travailleurs, chacun a des responsabilités. On le dit, notre slogan, nous, à la Star, c'est la prévention, c'est l'affaire de tous. Donc, tout le monde a une responsabilité. C'est que la politique vient vraiment décrire là, le rôle que chacun doit avoir là, pour que vraiment il y ait une bonne prise en charge efficace de la santé et sécurité des travailleurs là, dans votre milieu de garde. Le deuxième encadré, c'est le personnel qui est engagé là, au niveau de la santé et sécurité. Donc, ça, c'est les mécanismes de participation de la LMR-SST. Donc, si je viens mettre là, une petite couleur, là, ici, là, on est vraiment dans la LMR-SST. Donc, maintenant, là, ce que ça dit, c'est que vous devez nommer de façon claire, là, en fait, et officielle, votre comité de santé et sécurité, votre représentant ou vos représentants en santé et sécurité, ainsi que les agents de liaison, là, dépendamment, comme on a vu tout à l'heure, si vous êtes 20 travailleurs et plus dans vos installations, 19 et moins, là, avec l'approche multi-établissement, etc., là, à vous de voir c'est quoi la structure qui est la plus appropriée pour vous. Mais ensuite, là, dans l'organisation de la prévention, on doit nommer ces personnes-là et ça, c'est devenu officiel avec la LMR-SST pour vous, parce qu'avant, ça existait, mais dans d'autres milieux. Mais maintenant, pour vous, dans les services de garde, c'est maintenant officiel. Maintenant, tout ce qui se passe, si jamais il y avait un événement accidentel ou encore un incident, doit être aussi bien détaillé. Puis ça, je suis certaine que vous le faites déjà. Puis vous avez déjà probablement plusieurs éléments là, à ce niveau-là qui sont en branle là, chez vous. Donc, vous devez bien entendu avoir une procédure en cas d'accident. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un événement accidentel? Est-ce que vous avez vos formulaires de déclaration d'accident? Sont à quel endroit? Est-ce que le personnel sait à quel endroit le trouver, quand ils doivent le remplir, etc. Vous devez bien sûr avoir votre registre d'accident-incident. Vous pouvez aussi inclure là, votre premier soin, premier secours aussi à l'intérieur de ce registre-là. Donc, ça inclut les accidents avec perte de temps et sans perte de temps. Comme on disait tantôt, là, si jamais la personne ne s'est pas absentée plus d'une journée, vous devez, selon la réglementation, également inscrire les événements dans ce registre-là. On a les déclarations de situation dangereuse aussi. Donc, une déclaration pour dire, moi, j'ai été témoin ou je vois ou j'ai remarqué, j'ai observé telle situation dangereuse. Ça n'est pas nécessairement créer un événement accidentel, mais ça pourrait en créer un. Ceux qui sont, entre autres, avec la QCPE, la mutuelle de la QCPE,
On appelle ça des OUPS. Fait que ça vous dit sûrement quelque chose. Ça rentre dans la déclaration des situations dangereuses. Donc, le travailleur, parce qu'on sait, hein, tantôt on en a parlé, ils ont l'obligation de participer à la déclaration des risques. Donc, ils peuvent remplir le formulaire de déclaration de situation dangereuse pour dire qu'est-ce qu'ils ont vu, puis le remettre à la bonne personne. Fait que là, vous devez effectivement avoir aussi une espèce de procédure établie là, pour voir qu'est-ce que vous devez remplir là-dedans, à quel endroit je vais trouver les formulaires, à qui je le remets, pour être sûr que ce soit bien fait. Et il y a aussi tout le processus d'enquête et d'analyse d'accident qui doit être mis en place pour, on sait, là, le but de ça, ce n'est pas de trouver un coupable. Le but de ça, c'est de trouver les causes qui ont mené à l'accident, puis les corriger pour pas que ça se reproduise. Donc, ça, c'est important d'en faire des enquêtes et analyses des événements accidentels. Vous avez aussi, mais ça, vous le connaissez, là, puis surtout dans les milieux de garde, là, les premiers soins, premiers secours avec les secouristes, c'est quelque chose, je pense que vous avez déjà bien mis en place. Les trousses de premiers soins, ça aussi, c'est régi. Vous avez le détail au complet sur le site de la CNESST de ce que vous devez trouver dans la trousse. Il faut que vous ayez une personne responsable pour faire l'entretien de ces trousses-là, faire la rotation du matériel, combler les manques si jamais il y a du stock qui sont utilisés. Donc, ça, c'est dans tout ce qui est la réglementation des premiers soins, premiers secours. Puis le registre aussi, là, comme je parlais tantôt, vous pouvez toujours l'inclure avec l'autre pour en faire un, mais sinon, vous pouvez le faire séparer, là, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est mesures d'urgence aussi, donc vos procédures d'évacuation, ça aussi, c'est bien connu. Tu sais, en cas d'incendie, par exemple, ou n'importe quelle situation de crise ou d'urgence, c'est quand même des choses que vous avez sûrement déjà mis en place là, pour l'évacuation, entre autres, le lieu de déplacement, si jamais vous avez à avoir un autre milieu, là, si jamais il y a un événement grave qui se passait chez vous. Donc, c'est sûrement des choses que vous avez déjà en place. Vous avez un bout de fil là-dessus, c'est sûr. Alors, en fait, là, si on regarde là, le lien qu'il y a avec la démarche d'identification, quand il y a eu des accidents ou des incidents, quand les gens ont eu besoin, ça s'est coupé, par exemple, au niveau de la cuisine, en coupant des légumes, puis il est allé dans la trousse de premier secours chercher des choses, remplir le registre, ou encore en lien avec vos mesures d'urgence, tout ça, ça va vous donner des informations sur les risques que vous pouvez avoir dans votre milieu. Donc, l'identification des risques. L'identification des risques, maintenant, ça aussi, c'est un autre élément de la LMR-SST que vous êtes obligé de faire. Mais l'identification des risques, ce n'est pas seulement sur les événements qui se sont manifestés. Donc, c'est sûr qu'ici, là, vous allez avoir des informations en lien avec les accidents, les incidents qui se sont manifestés dans vos milieux. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut aussi regarder c'est quoi les risques qui sont potentiels, qui sont présents, puis qui ne se sont pas nécessairement manifestés en termes d'accident. Donc, ça, il y a une méthodologie très précise, une démarche, en fait, qu'on veut vous présenter avec un outil, là, une genre de checklist que vous allez pouvoir encore remplir pour voir est-ce que vous avez des risques ergonomiques, est-ce que vous avez des risques chimiques dans vos milieux, est-ce que vous avez des risques biologiques. Puis avec cet outil-là, vous allez pouvoir vraiment faire le tour de toutes les situations à risque qui aient eu lieu, qui ont causé, je dirais plutôt un accident ou qui n'aient pas causé d'accident. Vous allez pouvoir rapatrier l'information et bien remplir votre obligation de faire l'identification des risques. Donc, ça, c'est au mois de mai. Si jamais là, vous voulez en savoir plus, là, on vous invite à venir au Focus SST du mois de mai. Puis, on va regarder ça ensemble. On va se donner des exemples pour vraiment voir là, comment je peux arriver à faire l'identification et l'analyse de mes risques là, dans votre milieu, là, dans un milieu très de service de garde très spécifique à votre réalité. Une fois que j'ai identifié les risques, bien entendu, il faut que je cherche des solutions. Il faut que je mette des choses en place pour venir corriger cette solution-là, ce risque-là, pardon. Donc, il va y avoir des mesures au niveau correctif. Hein. Si, par exemple, je dis, il manque, je ne sais pas moi, un tabouret à roulettes au niveau de mon vestiaire à l'habillage parce que j'ai beaucoup de risques ergonomiques à l'habillage parce que les éducatrices sont souvent penchées en torsion, à genoux ou en petit bonhomme. Donc, au niveau ergonomique, c'est peut-être pas optimal. Je vais me procurer un tabouret à roulettes pour venir permettre aux éducatrices de s'asseoir, d'être à la hauteur des enfants, pouvoir faire l'habillage, les aider en fait à l'habillage dans une bonne posture, assis le dos droit. En plus, le tabouret, ça me permet de pouvoir faire des rotations sans avoir de torsion au niveau du dos. Je peux aussi me déplacer un petit peu d'un enfant à l'autre, fait que ça peut être bien intéressant au vestiaire. Fait que je vais me procurer un tabouret à roulettes pour solutionner ce risque-là. Donc, quand j'ai une mesure corrective, comme justement l'achat d'un tabouret à roulettes, je dois penser aussi à mes mesures préventives. Les mesures préventives, là, ça va nous permettre de s'assurer que ma mesure corrective que j'ai mise en place reste bien en place, demeure fonctionnelle, puis en bon état.
et efficace. Donc, ce que la CNESST nous dit, c'est quand que j'ai une mesure corrective, je dois aller chercher au moins 2 mesures préventives. Donc, si je reprends mon exemple du tabouret à roulettes, je pourrais dire, ben, je m'achète un tabouret à roulettes. Donc, dans ma grille d'inspection, je vais venir rajouter le tabouret à roulettes pour venir l'inspecter à une fréquence régulière pour être sûr qu'il n'y a pas de signe d'usure dessus, que mes roulettes sont encore en bon état, etc. Mais en plus, je vais mettre dans mon entretien préventif de m'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de mousse dans mes roues, que les roues roulent encore bien, que mon système d'autodébloquant fonctionne encore. Donc, je vais venir rajouter 2 mesures correctives, 2 mesures préventives pour m'assurer que mon tabouret à roulettes reste en bon état. Fait que ça, ceux là qui sont aussi, là, je reviens avec mon exemple de la QCPA, là, parce que je sais que plusieurs sont dans cette mutuelle-là. Vous avez des fiches d'action spécifiques, là, les FAS, puis vous avez identifié, corrigé, contrôlé, mais c'est ça que ça dit dans le fond. C'est que là, vous avez identifié un problème, vous avez corrigé un problème, puis quand vous venez le contrôler, bien, c'est vous venez rajouter des mesures préventives. Ce sont l'équivalent, en fait, de ce qu'on appelle des fois des mesures de contrôle. Donc, vous venez rajouter 2 éléments comme ça, puis comme ça, on s'assure que la mesure corrective qu'on a mis en place reste bien en place. Je peux vous donner d'autres exemples aussi parce que c'est peut-être quelque chose qui est moins évident à imaginer là, au niveau des mesures préventives. C'est que si, mettons, vous avez des produits de désinfection, puis vous avez une méthode de travail très spécifique là, pour vous assurer que la manipulation de ce produit-là, quand vous venez le diluer puis les mettre, mettons, dans vos bouteilles, ce soit bien suivi. Donc, le risque, c'est évidemment le risque chimique en lien avec un produit qui pourrait être dangereux. Ma solution corrective, c'est d'établir une procédure de travail claire, puis je définis c'est quoi les équipements de protection individuels aussi que je mets en place là, pour être sûr que ça reste sécuritaire. Et là, je vais, comme mesure préventive, ajouter cette information-là dans la formation. Donc, si j'ai une nouvelle préposée qui arrive ou une nouvelle éducatrice que cette tâche-là, je vais m'assurer de venir la former. Puis, je vais mettre en bonne et due forme ma procédure, ma méthode de travail pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais faire connaître cette procédure-là. Puis, je pourrais même décider de faire peut-être une petite supervision aussi pour m'assurer là, que quand la personne fait cette tâche-là, elle suit bien la procédure et met bien ses EPI. Fait que ça, c'est un autre exemple. Je pourrais même vous en donner un autre, tiens. Ouais, donc, par rapport au bruit, hein, le bruit, on sait que c'est quelque chose qui est quand même assez présent là, au niveau des services de garde, là, des fois dans des milieux plus que d'autres. Donc, si, mettons, je dis, OK, dans ma salle multi, par exemple, j'ai beaucoup de bruit, je vais mettre certaines solutions en place, je vais limiter, mettons, le nombre de groupes en même temps, je vais m'assurer que les jouets, par exemple, ou les jeux que je donne à la disponibilité, mettons, de les enfants sont, ils n'ont pas un niveau sonore trop élevé. Bien, je pourrais dire, bien, je me donne des procédures de travail. Fait que je limite, par exemple, à 2 groupes maximum parce qu'on sait que dans le bruit, plus il y a de monde, plus ça fait du bruit. Donc, pas plus que 2 groupes ou pas plus que 10 personnes ou peu importe la manière que vous voulez. Donc, vous établissez une procédure au vestiaire. Si c'est bruyant en vestiaire, ça peut être la même chose. Vous pouvez limiter le nombre de personnes en même temps au vestiaire. Mais en plus, par rapport à ça, je vais installer dans ma politique d'achat des jouets un critère qui dit qu'au niveau du sonore, bien, il faut que ce soit ajustable. Donc, dans tous les jouets que je vais acheter qui déploient un certain nombre de débits, là, de décibels sonores, bien, je vais me limiter aux jouets qui me permettent de le contrôler ou les jouets qui me permettent juste de l'arrêter si c'est possible. Fait que ça, c'est un autre exemple. Donc, les mesures préventives sont vraiment là, si je résume, pour vous assurer que vos mesures de correction demeurent bien en place puis soient suivies là, par tout le monde. Donc, si je reviens en fait à ma boucle ici d'identification des risques, donc j'ai identifié mon risque, j'ai trouvé mes solutions, mais là, pour être sûr de les mettre en place, je dois avoir mon programme de prévention ou encore mon plan d'action. Là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, là, mais le plan d'action, pour ceux qui sont en mutuelle, probablement que pour la plupart, là, vous l'avez déjà. Pour ceux qui n'en ont pas encore, bien ça, sachez que vous allez être dans l'obligation d'en fournir un plan d'action ou un programme de prévention dans le règlement. Donc, à partir de 2025, quand on va avoir terminé le régime intérimaire, donc la période de transition qu'on parlait tantôt, puis qu'on va arriver au règlement officiel, bien là, vous allez être dans l'obligation de faire un plan d'action ou un programme de prévention. Plan d'action, ça va être pour les 19 travailleurs et moins, et un programme de prévention qui est un peu plus complet va être pour les 20 travailleurs et plus.
Donc, ça va vous permettre de venir vraiment comme détailler c'est quoi les actions que vous devez mettre en place, c'est quoi les étapes à mettre en place pour être sûr de bien corriger votre risque. Vous allez aussi identifier vos personnes responsables, vous donner un échéancier, etc., pour vous donner un plan d'action en bonne et due forme. Puis après ça va vous permettre de faire le suivi de votre plan d'action. Donc, est-ce que j'ai corrigé réellement mon risque? Est-ce que je n'ai pas causé d'autres problèmes? Des fois, ça pourrait arriver. Fait que de faire le suivi, ça vous permet de voir est-ce que j'ai bien agi au bon endroit, de faire l'évaluation du niveau de réussite de votre plan d'action, puis de venir réajuster après ça votre plan d'action si jamais là, il y a des pépins ou si jamais vous n'avez pas atteint vos objectifs. Des fois, dans notre milieu de travail, les choses changent, les tâches peuvent s'ajouter, on peut avoir des nouveaux équipements, donc peut-être qu'on peut avoir des nouveaux risques. Donc, c'est important là, de faire cette boucle-là en continu, faire une révision des risques qu'on a identifiés, de refaire un plan d'action on se donne, par exemple, pendant 1 an, puis après ça, on fait le suivi de ça, on regarde si on a bien réussi notre plan d'action, si on a bien complété l'ensemble des étapes, puis on recommence l'identification des risques, on choisit d'autres choses à travailler, on recommence la recherche de solutions, on refait un plan d'action l'année suivante, là, etc. Donc, c'est vraiment une boucle d'identification des risques, une boucle d'amélioration continue là, qui se répète là, à chaque année. Juste un petit élément aussi que je veux vous rajouter par rapport à ça, c'est que si vous faites l'inspection, déjà que vous avez vos grilles d'inspection, puis je sais que pour beaucoup, là, surtout en service de garde, vous avez déjà pas mal de grilles d'inspection, des fois, qui peuvent être fournies par le ministère, qui sont peut-être plus en lien avec la santé et sécurité des enfants, pardon. Mais si vous avez des éléments aussi que vous ajoutez au niveau de vos grilles d'inspection en lien avec les travailleurs, mais ça aussi, ça peut vous fournir des éléments pour venir identifier les risques. Donc, l'identification des risques, on a tous les événements qui se sont manifestés, les mesures d'urgence, on peut en trouver au niveau des inspections, mais on peut aussi faire une analyse complémentaire pour venir être capable d'identifier l'ensemble de vos risques. Puis ça, bien, comme je disais tantôt, on vous donne rendez-vous au mois de mai là, pour vraiment qu'on fasse le tour ensemble et qu'on puisse regarder des exemples concrets. Donc, je ne sais pas si ça vous aide. Je serais curieuse d'avoir peut-être vos feedbacks, vos réactions au niveau du chat, dans le clavardage. Peut-être m'inscrire, qu'est-ce que vous en pensez de ça en lien avec la LMR-SST. Donc, si je reprends les principaux éléments là, pendant que vous m'écrivez peut-être dans le clavardage, ça ici, c'est la LMR-SST qui vient l'officialiser, pardon. L'identification des risques, c'est la LMR-SST également. Puis l'inspection, c'est également quelque chose qui est dans la LMR-SST. C'est pour ça que dans notre parcours des Focus SST, on va vraiment j'allais dire agir, là, mais on va vraiment vous donner de l'information spécifique là, en lien avec ces 3 actions-là. Tout ce qui est en lien avec les accidents, incidents, c'était beaucoup dans la LATMP, donc sur la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Ça aussi, c'est déjà régi par la loi. Les mesures d'urgence également. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui sont en lien avec la réglementation déjà qui est en place, mais la LMR-SST vient nous amener à faire emboîter le pas vers vraiment une prise en charge de l'identification des risques dans votre milieu, puis venir mettre en place un bon plan d'action pour venir agir dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont écrit. Je vais aller voir. Je ne vois pas de commentaires en particulier. En fait, on a Lucie Beaulieu qui dit super bon guide, mais le problème au niveau du ALSS, si cette personne quitte, nous devrons la remplacer. Puis Mélanie Broder qui nous dit que votre exposé est tout à fait clair et que c'est un très bon rappel. Bon, mais excellent. Merci Valérie. Je ne vois pas le clavardage. Si jamais tu vois d'autres choses, gêne-toi pas pour m'en faire part. C'est bien gentil. Donc, comme je disais tantôt, là, ce schéma-là, on l'a mis dans un document qui vous donne vraiment, dans le fond, le détail de chacune là, des actions là, que vous voyez dans le schéma ici représenté, qui va vous permettre de dresser votre portrait actuel. Prendre une photo là, en date aujourd'hui, c'est le 28, par exemple. Là, fait qu'en date du 28 mars 2023, à quoi ça ressemble ma prise en charge en prévention? Vous pourriez décider de le faire aussi avec votre comité de santé et sécurité. Et puis, de venir voir qu'est-ce que je fais déjà, qu'est-ce qui est obligatoire par les lois, puis qu'est-ce que je devrais mettre en place, puis vous donner un plan de match par rapport à ça. Fait que ça, ce document-là, on va vous l'envoyer, là, il n'est pas tout à fait terminé, là, fait que d'ici peut-être la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, là, on va vous l'envoyer par courriel là, pour que vous puissiez faire le topo de votre
prise en charge de la santé-sécurité. Alors, si je continue dans les diapos, ben là, en fait, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, au niveau de l'identification des risques, ben, il y a différents types de risques. Puis quand on va regarder ensemble l'identification des risques, on va faire le tour là, de tout ça. Donc, l'ergonomique, le biologique, le chimique, le mécanique, le physique, le psychosocial, ainsi que tous les risques qui peuvent être liés à la violence. Donc, on regarde ça au mois de mai. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, on avait un petit jeu questionnaire pour terminer à la rencontre d'aujourd'hui. Alors, Valérie va nous partager encore une fois là, un petit sondage que vous allez pouvoir répondre directement. Donc, on a une petite question quiz pour vous. Selon vous, c'est quoi le milieu de travail là, parmi les 3 suivants qui a eu le plus d'accidents de travail indemnisés par la CNSST en 2019? Est-ce que c'est les services de garde? Est-ce que c'est les services ambulanciers ou encore les résidences pour personnes âgées avec aide personnelle? Donc, je ne sais pas si vous voyez le sondage à l'écran. Je vais vous laisser le temps de pouvoir y répondre. Donc, moi, je ne le vois pas, mais peut-être Les Marilyn ou réponses qui Valérie. rentrent, on est rendu à Excellent. 18 réponses. Super. Tantôt, on est autour d'une vingtaine, fait que il y a une personne qui dit qu'il ne le voit pas. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez retourner il apparaît dans le chat, dans l'onglet clavardage. Là, on est à 19 réponses. Là, on OK. voit que pour 68% des gens, ils ont dit que c'était dans les services de garde, 5% services ambulanciers, 24% en résidence pour personnes âgées. OK, bien intéressant. Alors, ben, la majorité, si j'ai bien retenu ce que Marilyn me dit, ont la bonne réponse. Alors, effectivement, c'est dans les services de garde qu'il y a eu le plus d'accidents indemnisés par la CNSST. Je ne sais pas si vous êtes surpris de ça. Moi, je sais on le sait là, que le travail d'éducatrice, éducateur, là, c'est un travail qui est physique, qui est très exigeant, au niveau psychologique aussi. Ça, on n'avait pas de doute là-dessus. Mais les services ambulanciers, ça reste quand même un travail physique. Puis les résidences pour personnes âgées, c'est quand même un travail pas facile. Mais malgré tout ça, on avait en 2019 1505 accidents qui ont été indemnisés par la CNSST dans les services de garde. Donc, c'est effectivement le secteur pour lequel il y a eu le plus d'accidents parmi les 3 qui sont à l'écran. Une dernière petite question avant de conclure la rencontre d'aujourd'hui. Donc, combien de jours d'indemnité de remplacement de revenus la CNSST a-t-elle compté pour les services de garde en 2019? Donc, dans un an seulement, 2019, c'est notre référence dans ce cas-ci. Combien il y a eu de jours d'indemnité de remplacement de revenus qui ont été payés par la CNSST pour les services de garde uniquement? Donc, A, 31 000, B, 103 303 jours ou C, 175 829? Fait que je vous laisse remplir le petit sondage. On parle des journées dans un an, là. Dans un an, il y a 365 jours. Fait qu'est-ce qu'on est autour de 31 000, autour de 100 000 ou autour de 175 000 jours de remplacement de revenus? Fait que, on a 6%, fait que là, je vois pas. Il y a 18 répondants, une personne ou deux qui a répondu 31 000 jours. Puis là, on est à moitié-moitié, 103 000 ou 175 000. Fait que les gens ils hésitent beaucoup entre les deux. C'est très partagé. Merci, Marilyn. Bien, vous êtes dans la bonne tranche. On n'est pas dans le 31 000. Hein? On est vraiment. En fait, la bonne réponse, c'est 175 829 jours d'absence et d'indemnité de remplacement de revenus qui ont été déboursés par la CNSST en 2019 pour les services de garde. Fait que c'est énormément de jours. Ça reflète la gravité, en fait, des accidents, la durée là, des absences qu'on a dans les services de garde. Donc, c'est vraiment un lieu, en fait, ça vient démontrer à quel point c'est important de prendre en charge la prévention dans les services de garde, comme vous le faites déjà, puis de continuer à mettre du temps, puis à investir de l'énergie, puis de l'argent, puis des ressources humaines là, dans la prévention, des mesures de prévention dans vos milieux.
Marilyn et Sylvie, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de parler de notre prochain rendez-vous? Bien, on a une belle question dans le chat. Oui. En raison du manque de personnel éducatif, il est difficile d'obtenir qu'une éducatrice soit libérée pour effectuer cette évaluation de risque. Hein. Peut-on confier cette tâche à une directrice adjointe? Donc, quelqu'un qui renchérit que c'est une excellente question. Est-ce que tu veux te lancer? Ah, ben oui, pas de problème. En fait, au niveau de l'identification des risques, là, ce qu'on dit, puis on va pouvoir le détailler ensemble là, au mois de mai, là, si vous venez à cette rencontre-là. L'idéal, là, c'est pas de faire ça toute seule dans son bureau parce que ça prend vraiment, en fait, une personne là, qui est sur le terrain, qui expérimente, là, dans le fond, les tâches à tous les jours. Fait que s'il y a une personne responsable de l'identification des risques, c'est correct. Dans le fond, c'est vrai que ça prend une personne responsable pour le faire, mais il faut vraiment qu'elle le fasse avec les gens du terrain. Fait que si vous faites l'identification des risques, mettons, de la pouponnière, mais il faut se rendre à la poupe, questionner, puis on va voir des exemples, questionner l'éducatrice qui travaille dans la pouponnière en fonction de son local, parce que même cette poupe-là, si vous en avez plus qu'une, les risques, ça peut être un peu différent de la poupe d'à côté, par exemple. Tu sais, si la table à langer n'est pas faite de la même manière, si d'un côté, vous avez un escalier pour monter sur la table à langer, de l'autre côté, vous n'avez pas, vous voyez, il peut y avoir des distinctions par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir consulter puis observer là, les travailleuses là, pour le faire. L'identification des risques, là, puis là, Marilyn, tu me corrigeras, là, ça appartient en fait au comité de santé et sécurité de participer à l'identification des risques. Donc, à ce moment-là, au niveau du titre d'emploi, tu dirais quoi, Marilyn? Ben, c'est un peu ça. Je pense que c'est un travail de partenariat. C'est pas juste à l'agent de liaison. En fait, l'agent de liaison, il doit même pas faire à lui seul l'identification des risques. Puis le représentant, il doit participer à l'identification des risques. Mais participer, ça veut dire, tu sais, ça peut être de contribuer d'une façon quelconque. C'est pas obligé que ce soit lui qui parte le matin puis qui fasse sa tournée. Puis de toute façon, on verra plus en détail. Ben, dans le fond, c'est dans un mois, là, la prochaine rencontre, les rôles spécifiques de l'agent de liaison puis du représentant santé et sécurité. Puis on va vous donner des façons de faire là, justement pour arrimer le travail, les heures de libération que vous pouvez octroyer par rapport à ces rôles-là. Donc, est-ce que la directrice adjointe pourrait le faire seule? Je dirais non. Est-ce que ça doit être juste le représentant de l'agent de liaison? Non plus. Là. Donc, on veut Mais qu'il y est-ce ait. que ça peut être la responsable de ça? Oui, mais elle doit le faire avec d'autres personnes avec elle. Fait que, tu sais, il y a pas, ça appartient pas à juste une personne que de le faire. Puis, si elle fait partie du comité de santé et sécurité, c'est encore mieux. Puis, en fait, après ça, il faut qu'elle aille consulter les autres, les gens sur le terrain là, pour être sûr de bien compléter l'identification des risques. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, j'en ai pas vu d'autres. Je sais OK. pas. Est-ce qu'on veut lever petite demande? Les fiches d'action spécifiques de la QCPN ne sont pas accessibles. Nous devons être membres. Pouvons-nous en avoir un exemplaire? Je demande gentiment. C'est possible. C'est hors de notre Ben, pouvoir. non, c'est ça, effectivement. Il faut être membre, là, effectivement, pour avoir accès aux fiches d'action spécifiques. Par contre, nous, de notre côté, à la STARS, on peut vous aider à faire votre identification des risques, choisir les mesures correctives, puis vous choisir les mesures de contrôle, comme je vous disais tout à l'heure. Là, je ne sais pas si c'est cette personne-là qui marque merci aussi. Mais c'est ça, fait qu'on peut vous donner un coup de main là, pour remplir votre plan d'action. Puis on va vous donner aussi des outils là, dans l'identification des risques pour venir vraiment identifier vos bons risques. Puis après ça, des exemples de plans d'action aussi pour venir remplir là, un espèce de tableau qui va dire ben, c'est quoi mon risque, c'est quoi mon objectif, c'est quoi les étapes pour y arriver, puis les personnes responsables, puis mon échéancier. Fait que c'est un petit outil là, qu'on va vous donner là, que vous allez pouvoir remplir facilement là, pour prendre en charge l'identification, l'analyse, mais aussi votre plan d'action, puis votre programme de prévention, là, dépendamment auquel mécanisme de prévention vous êtes assujetti. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas là, à nous écrire dans le chat. Pendant ce temps-là, je vais vous parler du prochain rendez-vous qu'on vous donne pour les Focus SST. C'est le 18 avril. Donc, on va vous parler à ce moment-là vraiment du rôle et des responsabilités de l'agent de liaison et du représentant en santé et sécurité.
Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire ces fonctions-là? C'est quoi que les tâches auxquelles je dois faire? Au niveau de la libération, on a beaucoup de questions par rapport à ça, fait qu'on va essayer de vous donner l'information qu'on a. On n'a peut-être pas toute l'information parce que ce n'est pas nous qui sommes en charge là, de la LMR-SST, c'est la CNESST, mais on est en contact avec eux, fait qu'on essaie de débroussailler tout ça pour vous, fait que la rencontre du 18 avril là, va viser à vous donner l'ensemble des informations qu'on a par rapport à ces 2 nouveaux rôles. Le 9 mai, je vous rappelle, c'est sur les comités de santé et sécurité. Donc, comment mettre en place un comité fonctionnel efficace puis qui reste pérenne dans le temps. La 4e, c'est l'identification des risques. Donc, on va vous transmettre nos outils et la théorie en lien avec ça. Donc, une démarche bien détaillée là, en 4 étapes là, pour essayer de vous rendre ça le plus accessible possible. L'inspection aussi des lieux de travail. Donc, l'inspection en lien avec la santé et sécurité des travailleurs. C'est un rôle obligatoire du représentant. Donc, ça, on va aller en profondeur avec vous le 13 juin. Puis, je vous rappelle que le 20 juin, s'il vous reste des questions, si vous avez essayé de mettre en place certains outils, puis vous êtes bloqué, peu importe, là, on va être disponible pour vous à 8h30 le matin encore pour vous aider là, à vous débloquer ou à répondre à vos questions qui pourraient rester.